C'est de l'histoire Ouais. qui a compté, mais c'est de l'histoire. C'est lui qui vous a influencé dans vos choix politiques ou Non, non? moi, pour tout dire, j'aime les grands personnages politiques. J'aime Ouais. lire leur vie, mais je suis pas très suiviste de bonhomme. D'accord. J'ai Vous l'avez connu? eu l'occasion de le croiser une fois. Je peux pas dire que je l'ai connu. Ouais, ouais. Ce serait prétentieux. Un grand président pour vous? Ah bah, de toute façon, on peut dire qu'avec le général de Gaulle, c'est les deux grands présidents que la France ait connus dans l'après-guerre. D'accord. Alors, on revient à l'actualité, au jour d'aujourd'hui. François Hollande, vous avez lu les sondages, notamment celui du Figaro, RTL et de TF1, complètement discrédité. Mais Valls, il fait guère mieux, alors que Valls, c'est un peu l'homme sur qui vous comptez, vous. Oui, mais je pense que les lectures de sondages doivent être faites en fonction de la place qu'on a. Le Premier ministre n'est pas un homme qui s'est démarqué du président, Pour le moment, qui n'a oui. pas fait sa petite musique, Ouais. qui n'a pas passé son temps à aller dire en off aux journalistes le contraire de ce qu'il disait en on à la tribune de l'Assemblée nationale. Ouais. Il est loyal, donc Ouais. il paye le prix de la loyauté. Oui, mais on sent quand même ici ou là que dans les discours, le week-end dernier notamment, il appelle au rassemblement, il tend la main à Arnaud, Oui, oui, à mais parce qu'il y a Emmanuel, parce qu'il y a une chose qui est en train de changer. C'est que c'est une chose, la loyauté institutionnelle, Oui. c'en est une autre, si vous voulez, de détruire la gauche, de ne pas regarder la situation dans laquelle elle est, et de grosso modo tourner le dos à une nouvelle génération. Qui est-ce qui détruit la gauche? François Hollande? En tout cas, son quinquennat a été au bout de la destruction de la gauche. D'abord électoralement, Ouais. je vous rappelle qu'on a pratiquement tout perdu sur le terrain. Oui. C'est souvent le cas des majorités. Hein. Oh oui, mais là, la défaite est très lourde. D'accord. La défaite est très lourde. Et la seconde chose, la perte de repères. Ouais. Et quand François Hollande mène un débat sur le thème « j'ai pas trahi », etc., Ouais. bon, il n'y a pas de débat avec lui. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de débat politique. Il n'a pas de ligne politique. Il n'a pas de ligne politique. Non, moi, je pense qu'il n'a aucune ligne politique. Je pense que ça a été... Mais il est socialiste quand même Oh oui, oui, Oui. oui, il est socialiste. Mais c'est un socialisme de l'improvisation. D'accord. Et donc il a détruit la gauche. De fait, le bilan politique, vous savez, quand vous êtes en responsabilité au plus haut sommet de l'État, Oui. vous ne pouvez pas dire « Ah non, il y a des choses, tout ce qui est bien, c'est moi, et tout ce qui est mal, j'y suis pour rien. Oui. Il faut tout assumer. Voilà, faut pas fuir. Et il n'assume pas? Je crois que parfois, il n'assume pas pas trop son bilan. Le PS, quoi qu'il arrive, va pouvoir tenir comme ça ou il va imploser? Je ne pense pas que le PS soit condamné à imploser. En fait, depuis que je suis rentré au Parti Socialiste, C'était en quelle année? Sans être... en 1986, vous voyez, Ouais. dès que je suis rentré, il y a des copains qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais au PS? Il va exploser, il a disparu. Il y a Donc toujours... c'est une vieille rengaine en fait. Voilà, c'est une vieille rengaine, mais la réalité, c'est que PS ou avec un autre nom, il reste toujours deux grands partis de gouvernement. La question qui est posée pour le PS, c'est pas de Oui. disparaître. Oui. C'est que s'il n'a pas un candidat puissant à l'élection présidentielle, je pense que le risque, c'est que la gauche n'aura plus la masse électorale pour prétendre au pouvoir. D'accord. C'est-à-dire, c'est la marginalisation qui le guette, pas la disparition. Et la marginalisation en politique, ça dure très très longtemps. Très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Manuel Valls, pour bien se positionner? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Moi, je pense que le comportement qu'a le Premier ministre ces derniers jours est celui exactement qu'il faut avoir. C'est-à-dire, pas faire de la tactique, Ouais. pas faire des complots de couloir, Rester loyal? rester loyal dans sa position institutionnelle, pas réunir en secret des gens dans des ministères, mais au contraire, faire de la politique, rassembler. Et attendre que le président de la République se déclare ou dise « je n'y vais pas ». Moi, je pense qu'il doit clairement exprimer le fait qu'il a une vision politique, une option politique pour aider la gauche et pour aider le pays. Vous ne m'avez pas répondu là. Et il faut qu'il attende que le président de la République, début décembre, dise « j'y vais ou j'y vais pas ». On a le temps, bien sûr. D'accord. C'est quoi alors la politique de Valls? Parce que clair, loyal, c'est quoi? Qu'est-ce qui doit... quelle est la politique qui doit être conduite? La première chose, le premier élément qui, je crois, aux yeux de l'opinion publique, Oui. qualifie le Premier ministre, c'est quoi? Son sens de l'État, de l'autorité, Oui, ses positions sur la République et la laïcité, oui. et une vision, je dirais, moderne de ce que peut être la gauche dans la mondialisation. Sur le plan économique. Sur le plan économique et social. C'est quoi? C'est du social-libéralisme? Chacun va y donner un nom, Ouais. mais l'idée, elle est de trouver un équilibre entre avoir un pays qui retrouve de la prospérité et en même temps protéger. Les Français ne peuvent pas choisir entre protection et aventure. D'accord. Ils doivent trouver un équilibre où le pays retrouve de la dynamique, mais où en même temps, on ne sacrifie pas les plus faibles des Français sur l'autel de la croissance. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il faut plus travailler, il faut
peut-être avoir moins d'impôts, une protection sociale plus détaillée et moins dispendieuse? Je pense qu'il faut surtout résorber ce qui est le problème maintenant structurel de la France, Oui, d'avoir des millions de gens sans emploi hors du marché du le travail. chômage. Je pense qu'on doit trouver des recettes modernes pour, en particulier dans le secteur des PME et des Ouais. TPE, Oui, prendre un risque, oui, trouver une initiative extrêmement innovante oui. pour absorber les chômeurs, les remettre dans l'emploi. Pourquoi? Parce Qui que soit toutes autre chose les que des économies, emplois aidés, donc. toutes Ouais. les économies qu'on pourrait faire en redonnant du travail aux gens, ben, nous permettraient à ce moment-là de financer de la protection sociale D'accord. et de s'occuper Pour des les très plus très faibles. faibles. Voilà. D'accord. Vous ne croyez pas du tout à une hypothèse royale ou Taubira pour cette présidentielle? Non, je crois Non. pas. Emmanuel Macron, finalement, si on regarde bien ses idées, même s'il ne les a pas encore tout à fait dévoilées, il n'est pas très loin de Manuel Valls. Il ne pourrait pas être cet homme-là, alors que dans les sondages, eh ben, il est assez étonnant, parce qu'il ne dit pas grand-chose, mais il se maintient, il est très supérieur à Valls. Moi, écoutez, j'observe Emmanuel Macron, qui est quelqu'un qui a du talent, hein, Oui. personne ne le conteste, mais il n'a jamais fait une élection cantonale ou municipale. Oui. Il n'a jamais participé à une réunion politique de haut niveau. Oui. Il n'a jamais eu de responsabilité, hormis au ministère de l'économie régalienne, autour de la sécurité et de la défense de la France. Oui. Ce qui est déjà une faiblesse, parce que, bon, il y a un moment, c'est bien la jeunesse, mais il faut quand même avoir un peu d'expérience Oui. pour voir le monde. Et puis surtout, ce qui m'a frappé dans ses premiers pas, c'est vachement old school, sa campagne. Oui. Le côté, on dirait des fois, j'ai l'impression qu'il fait la tournée des supermarchés pour vendre des produits avec son micro-cravate, Ah, d'accord. avec très peu d'idées. C'est plutôt Jean-Pierre Foucault que Kennedy. Oui, ouais, c'est pas vraiment Kennedy. Je trouve quand même que pour beaucoup de gens, il est très décevant dans sa conception de la politique. Voilà, c'est pas un conseil d'administration la France. Hein. Le gouvernement, Oui. la France, c'est pas une entreprise. Donc c'est quelqu'un avec qui je confierais vraiment mon argent, Oui. en toute sincérité, mais Oui. pas mon pays. D'accord. Donc, c'est pas un rival pour vous, pour Manuel Valls? Non, je pense pas. D'accord. Le Parti socialiste ne peut pas se fracturer et une partie d'entre lui ne peut pas aller vers Macron. Pour être sincère, si le président de la République avait la tentation de passer en force contre la gauche, Oui. d'annoncer une candidature envers et contre tous, Oui. à ce moment-là, il pourrait créer un cataclysme à gauche. D'accord. C'est-à-dire que si François Hollande y va, eh bien Macron pourrait être la solution de ce. Peut-être pas que Macron, peut-être que beaucoup d'autres candidats pourraient décider d'y aller de leur côté. Parce que soyons sincères, Oui. quand bien même François Hollande déciderait de forcer la main à la gauche, s'il passe par la case primaire, il sera battu en tout état de sera cause. battu. De toute manière, les chemins sont fermés Et vous, pour entre François Hollande. Montebourg et Macron, vous choisissez qui? Écoutez, avant de parler de l'hypothèse d'après-demain, essayons de créer une hypothèse positive. Pour l'instant, Manuel Valls me semble être, non pas pour des raisons idéologiques, hein, Oui. j'ai peut-être sur certaines questions des désaccords avec lui, mais pour moi, il n'y a qu'une question. L'intérêt de la France, Oui. dans un pays qui est en guerre, dans un Oui. pays qui est attaqué par les terroristes, Oui. dans un pays qui doit se redresser et être costaud. D'accord. Donc c'est mon choix. Bon. Est-ce que la gauche peut néanmoins être présente au deuxième tour de l'élection présidentielle? Je crois, oui. Je pense, Vous y croyez encore, ça? Oui, non seulement j'y crois encore, mais je vais même m'adresser, je dirais, aux candidats de droite et aux électeurs de droite. Oui. Je pense que notre pays a besoin d'une élection présidentielle avec des vrais choix politiques compte tenu du contexte dans lequel on est et pas qu'économique. Oui. Il faut donc un vrai débat droite-gauche. Si Manuel Valls représentait la gauche, Oui. je pense qu'on aurait une nouvelle polarisation et on pourrait écarter Madame Le Pen du second tour de l'élection présidentielle. Oui. On pourrait avoir un second tour entre la droite et la gauche, ce qui serait le meilleur débat démocratique, le meilleur débat politique et le meilleur moyen de trancher un certain nombre de grandes questions. D'accord. Vous suivez un peu la primaire de la droite? Oui, bien sûr. Et d'après vous, qu'est-ce qui va sortir du chapeau? Peut-être pas ce que les sondages annoncent. D'accord. Vous pensez que Nicolas Sarkozy Je crois a qu'il encore garde une chance? Je crois qu'il garde une grande chance, ouais. C'est mon Oui. sentiment. J'ai le sentiment qu'il y a une confusion entre l'opinion Oui. et les dynamiques militantes. D'accord. Je crois pas. Par exemple, je vois pas des gens de gauche, si vous voulez, aller Aller signer signer. une charte en disant qu'ils sont de droite. Je veux dire, il y en a toujours quelques petits malins pour jouer avec ça, mais globalement, les citoyens se comportent très très bien dans ces primaires, et je crois quand même que c'est le plus légitime dans son camp et par rapport je dirais, aux aspirations de son camp qui risque de l'emporter. Maintenant, la D'accord. compétition reste ouverte. C'est la même droite, Juppé et Sarko? Non, Vas-y. j'ai l'impression que on retrouve finalement un débat très traditionnel à droite. On aurait presque l'impression Qui- de retourner au bon vieux temps de Ouais. l'UDF et du RPR, Ouais. de Giscard et de Chirac. D'accord. C'est toujours les mêmes Il y a un questions. centriste et une droite gaulienne. Non, c'est pas tellement. Je pense pas que Juppé soit un centriste. Je pense qu'il
présente plutôt, je dirais, une droite économiquement très libérale par rapport à une droite beaucoup plus populaire. Qui est celle de Sarkozy. Qui est celle de Sarkozy. D'accord. La colère des policiers, ils sont très en colère. Ça fait maintenant une semaine qu'ils défilent régulièrement dans les rues. Ils doivent être reçus par le président de la République cet après-midi. Elle est justifiée? Bien sûr qu'elle est justifiée. Elle n'est pas téléguidée, comme on l'a entendu? Vous savez, il y a toujours des gens, des forces militantes, des gens qui essayent d'exploiter. Il y a même des vautours des mouvements sociaux. Je veux dire, quand je vois le tweet de Marine Le Pen rendant hommage aux policiers dès le premier soir, prétextant, pensant manipuler ce mouvement, tout ça est à côté. Je pense qu'il y a une situation sur le terrain de violence qui est devenue telle, avec la surcharge du travail qui est donnée par l'état d'urgence. Donc les policiers protègent la France. La France doit protéger les policiers. D'accord. Vous avez rendu un rapport qui a fait grand bruit. Vous êtes même venu en parler ici sur les quartiers dans lesquels l'État doit reprendre la main, vous le dites comme ça, au moins provisoirement, pour tout remettre en place, pour recréer de l'autorité. On en est où de ça? Le fait divers de Grigny, il n'y a pas longtemps, de la Grande Borne, vous donne complètement raison, non? Je pense, mais il faut bien comprendre une chose. Personne ne vous a écouté, finalement. Avant même maintenant de mener une politique qui permette aux banlieues de s'en sortir, il y a une urgence. C'est de mener une bataille contre les racailles, contre ceux qui ont imposé une violence et qui empêchent toute avancée dans ces quartiers-là. À cause de ces gens-là, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de mouvements sociaux, il n'y a plus d'associations de parents d'élèves. Ces gens-là terrorisent les habitants de ces quartiers-là. Il n'y a plus d'interlocuteurs. Il y a donc la première urgence, c'est de rétablir le droit à la liberté, à la sécurité pour les gens là-bas, pour qu'ils puissent s'exprimer, participer à la vie citoyenne. Il y a une urgence. Seul l'État peut le faire, ça? Seul l'État peut le faire. Je crois même qu'on a constaté une chose. Avec la décentralisation, on trouve soit des élus locaux qui sont débordés par ce niveau de violence, soit parfois qui s'en accommodent ou qui ferment les yeux pour des raisons électorales. Donc, moi, je plaide pour que la République revienne sur le terrain, que la République quitte les hautes sphères et revienne au bas niveau de la France. Est-ce que Manuel Valls est d'accord avec vous là-dessus? À 100%. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'aujourd'hui, il est Premier ministre. Et le Premier ministre, si vous voulez, s'il est loyal, ce n'est pas lui qui décide. Il a son point de vue, il peut dialoguer, il peut influencer, mais en dernière analyse, c'est le Président de la République qui décide. En situation de Président de la République, c'est une des priorités qu'il doit engager? Oui. Je crois que la priorité de la France, c'est sa protection face au terrorisme, sa protection interne pour retrouver de l'homogénéité, parce que la France est un pays très politique. C'est pas un pays qu'on achète simplement avec des chiffres économiques. Le problème des Français, bien sûr, il y a le chômage, bien sûr, il y a les impôts, mais en numéro un, il y a comment ce pays qui a beaucoup de différences reforme un bloc. La seule force de la France, c'est son unité. C'est donc une condition cruciale pour trouver un rebond pour notre pays. Dernière question, vous serez candidat à votre réélection aux législatives en 2017? Je pense, oui. Je pense que la période qui vient sera intéressante. Dans la même circonscription? Oui. Je vais éviter d'aller me balader à travers la France, quand même. C'était le talk de Malek Bouti qui nous a dit bien que François Hollande avait détruit la gauche et il nous a dit qu'il n'avait pas de ligne politique. C'était un peu un socialisme d'improvisation. Nous allons passer maintenant aux questions, à vos questions avec Mathilde Sirot. Bonjour. Bonjour Yves. Beaucoup de questions, j'imagine. Bonjour Malek Bouti. Oui, Bonjour. beaucoup de réactions d'internautes qui, certains vous saluent parce qu'ils disent enfin un socialiste sans langue de bois. D'autres, au contraire, disent non, pas Malek Bouti. Enfin, en tout cas, on a une question intéressante de Christophe Catelier. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit c'est le seul homme de gauche que je respecte. Est-ce que vous pourriez être le ministre des banlieues d'Alain Juppé, si celui-ci est élu président de la République? Je pense pas. Je pense pas parce que moi, je suis cohérent, je suis un démocrate. Si on perd les élections, on doit accepter la défaite. Tout n'est pas bon pour exercer. Et puis c'est une cohérence, une politique. Vous venez pas en disant je vais m'occuper de mon petit secteur, et puis le reste, je suis pas d'accord, mais je pense que quand vous avez perdu, vous avez perdu. Si les électeurs vous ont pas donné confiance, c'est peut-être injuste, c'est peut-être tout ce qu'on veut, mais il faut respecter le choix d'abord du peuple. D'abord du peuple. Donc si Alain Juppé est élu, il n'y aura pas de grande coalition qui pourra aller jusqu'à l'aile droite de la gauche, on va dire. Il trouvera peut-être des gens qui sont intéressés par cette tentation. Pourtant, il y a Grégory Laville qui dit « Malek, tu as un discours de droite ». C'est intéressant parce que j'ai beaucoup de débats avec les gens, les électeurs de droite, dans la rue, quand je les croise. Ce que je crois, c'est que les temps sont en train de changer. Je pense que la gauche, aujourd'hui, si elle se mettait vraiment au travail sur les questions, par exemple, de sécurité, est aujourd'hui pour être plus compétente que la droite. Parce qu'elle pourrait développer un discours, on voit bien le niveau de violence qu'a atteint notre société, demande une réponse à deux données.
de répression, c'est clair, il faut de la répression, mais il faut aussi prendre en étau. Il y a une dimension politique à cette violence qui demande un surplus. Que la droite n'a pas. Je trouve que la droite a fait la même erreur que nous. Elle n'a pas profité de son passage dans l'opposition pour travailler. Elle s'est trop bagarrée, elle a trop attendu la dernière minute et elle revient sans trop de nouvelles idées. Moi, ça me frappe assez qu'il y a un débat avec des personnalités très dynamiques, mais sur le fond, on pourrait dire rien de nouveau à droite quand même. Malek Bouti, vous voulez un vrai clivage droite-gauche, notamment pour la campagne présidentielle. Il y a un de nos internautes qui vous demande, Malek Bouti, vous, quelle est votre définition du socialisme ? Pour moi, je pense que je n'ai pas envie de réécrire ou je n'attends pas un nouveau livre du socialisme. Je pense qu'il y a une période historique qui est passée, qui a été celle de la révolution industrielle. C'est quoi les fondamentaux, les valeurs du socialisme pour vous ? Pour moi, les valeurs fondamentales, c'est toujours d'essayer de créer un jeu à somme gagnante dans la société. C'est-à-dire ne pas être contre l'argent, contre l'enrichissement, mais être pour la défense des plus faibles, pour défendre un certain nombre de valeurs. On ne peut pas définir, quand on est de gauche, contre. Je trouve que dans le discours politique aujourd'hui, les gens se définissent contre l'opposition, contre telle mesure, mais ils ne disent jamais pourquoi ils sont. Moi, je suis démocrate, républicain, et pour un pays qui a un équilibre. Sincèrement, je crois que c'est un point de vue dominant en France. La plupart des gens en France n'adhèrent pas à une vision très libérale de leur société, mais en même temps, ils ne veulent pas être corsetés par une administration et un État trop fort. Il y a quelque chose, il y a une subtilité à trouver. On peut la trouver chez certaines personnes de droite aussi. En tout cas, pour moi, c'est ce qui doit être la vision de ce qui est quelqu'un de gauche au XXIe siècle. Oui, il y a encore Jennifer Rousseau là qui dit, et on l'entend beaucoup ça, j'aimerais avoir votre réaction, il n'y a que le FN qui fera changer les choses. Oui, c'est la tentation du vote FN, hein, je veux dire. Bien sûr, mais je pense que la tentation du vote FN est une tentation par défaut. Je veux dire, qui connaît le programme du Front National ? Quel est son programme ? Elle n'a rien. Il faut le dire aux Français, si le Front National était aux responsabilités, mais qui va décider ? Poutine qui les finance ? Vous exagérez un peu, là. Oui. La vérité, c'est qu'il n'y a que les banques russes qui financent le Front National. C'est quand même un problème, excusez-moi. Ils ont des adhésions aussi par leurs adhérents. Oui, des adhésions. J'ai été dans le milieu militant, je connais le coût des adhérents et des timbres des adhérents. Ouais. La réalité, c'est qu'il y a d'abord un problème de souveraineté qui est posé. Ouais. La seconde chose, une improvisation. Est-ce qu'elle va quitter l'Europe ? Est-ce qu'elle va faire comme les Britanniques ? Regardez la situation dans laquelle sont les Britanniques. Ouais. Je veux dire... Le Front National n'est pas une formation politique, c'est une marque détenue par une famille. Ils n'ont pas su évoluer, et même si elle a fait un gros travail d'image, Marine Le Pen n'a pas fait un gros travail politique. Pour vous, c'est le même Front National, le père et la fille ? Non, c'est pas le même. Non. Les choses ont évolué. Elle est peut-être moins putschiste que son père, pour être honnête, mais je trouve que sur le coup, elle est passée dans un inverse, c'est-à-dire elle est très superficielle, très dans la communication, très dans la petite phrase et très dans ce que vous avez envie d'entendre. En fait, je pense que Marine Le Pen a un discours en fonction de chaque interlocuteur qu'elle croise. Malek Bouti, vous parlez beaucoup de la sécurité, des banlieues. Lionel Papéo vous pose la question, est-ce que vous auriez aimé être ministre de l'Intérieur ? Est-ce que vous aimeriez aussi dans le futur être à Beauvau ? Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être ministre de l'Intérieur. Pour une fois, ça change. Je suis même honoré qu'on pense ça de moi. Pour une fois, qu'on ne me dit pas est-ce que tu ne serais pas ministre des banlieues et des cages à poules ? Je pense que je suis un dirigeant politique comme d'autres, pas plus brillant, mais pas plus mauvais que les autres, et que je pourrais aspirer à différentes choses. Mais je crois aujourd'hui qu'il faut réfléchir à une chose. Est-ce que c'est dans les ministères qu'on peut agir dans l'urgence ? Je ne crois pas. On doit garder les ministères, mais on doit inventer de nouveaux outils de gouvernance. Je pense aujourd'hui, par exemple, que pour régler le problème des territoires, banlieues comme zones rurales, il faut créer un établissement public où le privé serait associé à l'État et où on donnerait carte blanche à une sorte de monsieur banlieue ou monsieur zone rurale, que pendant 3 ans on lui foute la paix, qu'on arrête les réunions, qu'on arrête la... Ça, vous verrez bien dans ce poste-là. Oui. En fait, c'est la traduction de votre rapport. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir les mains dans le cambouis. En fait, je ne suis pas du tout fait pour prendre des petits déjeuners à 7h30 du matin avec des interlocuteurs ou aller inaugurer de beaux bâtiments. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Je n'ai aucune demande de reconnaissance institutionnelle. Je ne suis pas le mieux placé pour travailler sur un certain nombre de choses, mais j'ai du savoir-faire, j'ai un sens de l'humain et de la manière dont on doit redonner confiance. Et l'objet numéro 1 pour moi, c'est de recréer une nouvelle génération de patriotes, une nouvelle génération qui a envie de défendre son pays, de l'enrichir. Voilà. Quand vous dites privé et public, c'est qui le privé ? Je pense qu'aujourd'hui, les secteurs économiques, en particulier dans la nouvelle économie, seraient intéressés parce que on a là un gâchis énorme. Il y a une population qui pourrait être amenée énormément en créativité. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de secteurs. Donc,
Et je pense qu'il faut briser cette opposition secteur privé, secteur public, sans retomber dans les modèles simplement de financement. Oui. Je pense qu'on a besoin de l'intelligence d'un certain nombre de patrons et de l'intelligence de grands gens de l'administration pour être très vif, très rapide, agir vite et trouver des résultats. Le problème de la politique aujourd'hui, c'est pas les idées. C'est qu'ils n'arrivent jamais à démontrer sur le terrain que ces idées ont un sens. Malek Bouty, vous êtes aussi un militant de longue date. Si c'est François Hollande finalement qui est le candidat pour la gauche en 2017, est-ce que vous serez derrière lui? Est-ce que vous serez mobilisé sur le terrain pour faire la campagne? Je l'ai exprimé. Je crois que moi, je mets en garde le président sur la tentation du passage en force. Passer en force, essayer d'imposer sa candidature, je pense que va nous amener à une décomposition. D'abord, il n'a aucune chance de gagner maintenant la primaire. Je veux dire, vous insultez pas un parti, vous insultez pas ses militants. Vous dites pas j'ai régné, c'est quasiment ce qu'il dit, sans aucun contre-pouvoir, je suis le plus fort, et tout d'un coup vous venez faire. Donc, je pense que c'est extrêmement dangereux. Il est aujourd'hui face à une responsabilité, non pas celle de sa candidature, mais celle de laisser une chance aux nouvelles générations de gauche de retrouver un jour des responsabilités. S'il se présentait, ça serait une insulte au Parti socialiste? Non, je ne peux pas dire ça. Non. Je pense que ce serait une négation de la fonction qu'il a eue de premier secrétaire, de son engagement. Quelque part, c'est lui qui a écrit et qui était premier secrétaire quand on a fait la charte du Parti socialiste. Je lui demande juste de respecter cette charte, c'est-à-dire de respecter la gauche. D'accord. Vous soutenez Manuel Valls, il a lancé un appel au rassemblement de la gauche, à Arnaud Montebourg, à Benoît Hamon, à Emmanuel Macron. Tous refusent, ça ne fonctionne pas. Et à tous à gauche disent on n'est pas dupes, c'est lui qui a fait le 49-3, qui a refusé le débat. Comment ça peut marcher ce nouveau discours de rassemblement de la part de Manuel Valls? Alors, première chose, moi je pense que la pire chose pour Manuel Valls, ce serait de faire le renégat. Tout d'un coup de reconstruire une histoire, de dire ben non, il a raison d'assumer le bilan, avec ses bons côtés, avec ses mauvais côtés. Et savoir qui était pour telle ou telle réforme, et est-ce que c'est vrai que c'est lui qui a poussé tout ça, c'est le secret du débat institutionnel, et il a bien raison. Je pense que c'est pas le moment, entre guillemets, de se travestir pour être candidat. Mais par contre, je pense qu'il a... Il se travestit en ce moment? Non, pas du tout, justement. Il reste lui-même. Simplement, je pense qu'il est en train de changer. Il est en train de changer. Ce n'est plus le Manuel Valls d'il y a quelques années. Il est devenu un homme d'État. Et aujourd'hui, sa responsabilité, c'est de justement ouvrir les bras et de rassembler. Et quand on dit que pour l'instant, ça ne marche pas, soyez patients. C'est un début de stratégie qui s'amorce, c'est ça? Mais non, parce que pour tous les autres candidats, quel est le sens d'une candidature de François Hollande? Quand bien même il gagnerait une primaire, c'est une victoire à la Pyrrhus. Ce serait pour être défait et être humilié aux élections présidentielles. L'intérêt de toute la gauche, c'est d'avoir un vrai débat politique et un vrai débat de rassemblement. C'est pas de se mettre d'accord sur tout, mais de se mettre d'accord sur une chose. On doit avoir un avenir et on doit protéger notre pays et on doit protéger notre identité politique. Dernière question, Mathilde. En tout cas, est-ce que Manuel Valls en a l'envie? Parce que c'est aussi un sujet parmi les socialistes. Beaucoup disent personne n'a envie d'aller au sacrifice. C'est pas vrai. D'aller au casse-pipe, en fait. Ouais. Non, je crois qu'il n'a pas du tout envie d'aller au 15-pipe. Et je le dis vraiment en toute sincérité. Je sais que parfois, je professe des expressions, on me dit mais non, mais il exagère. Mais je crois que si Manuel Valls arrivait à être le candidat de la gauche, on serait au second tour. Je ne dis pas qu'on l'emporterait, mais il changerait considérablement la donne électorale. Une dernière question, parce qu'elle est importante, mais bon, par oui ou par non. Je ne sais plus qui nous demande, est-ce que Malek Bouty est pour la légalisation du cannabis? Pour l'étatisation du cannabis, oui. Totalement. L'étatisation, oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un monopole d'État. Oui. Mais oui, absolument, parce que c'est devenu une urgence de briser la prohibition qui a donné naissance au nouveau gangstérisme et qui finance le terrorisme. C'est une forme de dépénalisation quand même alors? Non, la dépénalisation, c'est une question de liberté. D'accord. Alors que moi, je pense que c'est une question de sécurité qui est posée autour du cannabis. Très bien, vous étiez très nombreux, c'est vrai, hein, extrêmement nombreux, avec beaucoup de commentaires assez élogieux. Merci à vous, internautes, et on vous retrouve demain avec Mathilde. Il y a toujours... C'est une vieille rengaine, en fait. Voilà, c'est une vieille rengaine, mais la réalité, c'est que PS ou avec un autre nom, il reste toujours deux grands partis de gouvernement. La question qui est posée pour le PS, c'est pas de disparaître. C'est que s'il n'a pas un candidat puissant à l'élection présidentielle, je pense que le risque, c'est que la gauche n'aura plus la masse électorale pour prétendre au pouvoir. C'est-à-dire que c'est la marginalisation qui le guette, pas la disparition. Et la marginalisation en politique, ça dure très longtemps. Très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Manuel Valls, pour bien se positionner? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Moi, je pense que le comportement qu'a le Premier ministre ces derniers jours est celui exactement qu'il faut avoir. C'est-à-dire, pas faire de la tactique, pas faire des complots de couloir. Rester loyal? Rester loyal dans sa position institutionnelle,
pas réunir en secret des gens dans des ministères, mais au contraire faire de la politique, rassembler. Et attendre que le président de la République se déclare ou dise « je n'y vais pas ». Moi, je pense qu'il doit clairement exprimer le fait qu'il a une vision politique. C'est de l'histoire Ouais. qui a compté, mais c'est de l'histoire. C'est lui qui vous a influencé dans vos choix politiques ou... Non, Non. moi, pour tout dire, j'aime les grands personnages politiques, j'aime lire leur vie, mais je suis pas très suiviste de bonhomme. D'accord. J'ai Vous l'avez connu? eu l'occasion de le croiser une fois, je peux pas dire que je l'ai connu, ce serait prétentieux. Un grand président pour vous? Oh bah de toute façon, on peut dire qu'avec le général de Gaulle, c'est les deux grands présidents que la France ait connus dans l'après-guerre. D'accord. Alors, on revient à l'actualité. Au jour d'aujourd'hui, François Hollande, vous avez lu les sondages, notamment celui du Figaro, RTL et de TF1, complètement discrédité. Mais Valls, il fait guère mieux, alors que Valls, c'est un peu l'homme sur qui vous comptez, vous. Oui, mais je pense que les lectures de sondages doivent être faites en fonction de la place qu'on a. Le Premier ministre n'est pas un homme qui sait politique, une option politique pour aider la gauche et pour aider le pays. Vous ne m'avez pas répondu, là. Sûr. Et il faut qu'il attende que le président de la République, début décembre, dise j'y vais ou j'y vais pas? On a le temps, bien sûr. D'accord. C'est quoi alors la politique de Valls? Parce que clair, loyal, c'est quoi? Qu'est-ce qui doit... quelle est la politique qui doit être conduite? Ben, la première chose, le premier élément qui, je crois, aux yeux de l'opinion publique, qualifie le Premier ministre, c'est quoi? Son sens de l'État, de l'autorité, ses positions sur la République et la laïcité, et une vision, je dirais, moderne de ce que peut être la gauche dans la mondialisation. Sur le plan économique? Sur le plan économique et social. C'est quoi? C'est du social-libéralisme? Chacun va y donner un nom, mais l'idée, elle est de trouver un équilibre entre avoir un pays qui retrouve de la prospérité et en même temps protéger. Les Français ne peuvent pas choisir entre protection et aventure. Ils doivent trouver un équilibre où le pays retrouve de la dynamique, mais Hollande mène un débat sur le thème « j'ai pas trahi », etc. Bon, il n'y a pas de débat avec lui, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de débat politique. Il n'a pas de ligne politique. Il n'a pas de ligne politique? Non, moi je pense qu'il n'a aucune ligne politique. Je pense que ça a été... Mais il est socialiste quand même ou... Oh oui, oui, il est socialiste. Mais c'est un socialisme de l'improvisation. D'accord. Et donc il a détruit la gauche. De fait, le bilan politique, vous savez, quand vous êtes en responsabilité au plus haut sommet de l'État, vous ne pouvez pas dire « Ah non, il y a des choses, tout ce qui est bien, c'est moi, et tout ce qui est mal, j'y suis pour rien. Il faut tout assumer. Voilà, faut pas fuir. Et il n'assume pas? Je crois que parfois, il n'assume pas pas trop son bilan. Le PS, quoi qu'il arrive, va pouvoir tenir comme ça ou il va imploser? Je ne pense pas que le PS soit condamné à imploser. En fait, depuis que je suis rentré au Parti Socialiste... C'était en quelle année? Sans être... En 1986, vous voyez. Dès que je suis rentré, il y a des copains qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais au PS? Il va exploser, il a disparu. Il démarquait du président. Pour le moment, qui n'a pas fait sa petite musique. Qui n'a pas passé son temps à aller dire en off aux journalistes le contraire de ce qu'il disait en on à la tribune de l'Assemblée nationale. Il est loyal. Donc, il paye le prix de la loyauté. Mais on sent quand même ici ou là que dans les discours, le week-end dernier notamment, il appelle au rassemblement, il tend la main à Arnaud, mais parce qu'il y a Emmanuel, une chose qui est en train de changer. C'est que c'est une chose, la loyauté institutionnelle, c'en est une autre, si vous voulez, de détruire la gauche, de ne pas regarder la situation dans laquelle elle est, et de grosso modo tourner le dos à une nouvelle génération. Qu'est-ce qui détruit la gauche? François Hollande? En tout cas, son quinquennat a été au bout de la destruction de la gauche. D'abord électoralement. Je vous rappelle qu'on a pratiquement tout perdu sur le terrain. C'est souvent le cas des majorités. Oh oui, mais là, la défaite est très lourde. D'accord. La défaite est très lourde. Et la seconde chose, la perte de repères. Quand François